La bataille de Cassavo-Polier est une bataille très importante dans le roman national serbe. C'est une bataille qui oppose les Ottomans et les Serbes, donc, le 15 juin 1389 au Kosovo. Alors, déjà, comment les Ottomans arrivent à progresser jusque dans les Balkans? Alors, depuis déjà quelques années, on observe la montée en puissance de ce nouveau sultanat qui sort tout droit de l'Anatolie. Et pour dire vrai, ils battent à peu près tout le monde, notamment les Byzantins qui occupaient ces territoires il y a encore quelques années. Mais ils se font ramasser par les Ottomans. Et Jean V Paléologue est même obligé de se constituer vassal des Ottomans. Un destin un peu glorieux, n'est-ce pas? Et en plus, le pape, face à cette nouvelle puissance musulmane montante, et qui en plus vient jusque dans les Balkans, presque jusqu'au cœur de l'Europe, eh bien, en conséquence, il décide d'appeler à la croisade. Mais ça rate, et personne ne répond à l'appel du pape. Face à cela, les Serbes deviennent de facto le premier rempart face aux Ottomans. Et c'est pour cela qu'ils décident de faire exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont profiter de la faiblesse de l'Empire byzantin pour récupérer quelques villes et quelques territoires qui sont restés fidèles aux Byzantins dans les Balkans, mais qui ne sont pas encore contrôlés par les Turcs. Sauf que du coup, vu que maintenant les Byzantins sont des vassaux des Ottomans, eh bien, en tant que bons vassals, ils vont bien entendu les appeler à l'aide. Et les Ottomans, non contents de pouvoir potentiellement grappiller quelques territoires sur ce petit royaume des Balkans, eh bien, ils vont être tout contents d'aider leurs nouveaux petits vassaux byzantins. C'est dans ce contexte qu'en 1381, va s'enclencher les premières campagnes ottomanes contre les Serbes. Et ça va s'avérer plus difficile que prévu, parce que bon, taper du byzantin, dont l'empire est à moitié en ruine, les caisses vides, et qui est dans un état de quasi-guerre civile depuis au moins quelques années, c'est facile. Par contre, taper un royaume des Balkans, qui est tout de même assez puissant à l'époque, et qui est stable, c'est beaucoup plus difficile. Ainsi, les premières batailles qui sont engagées par les Ottomans dans la région des Balkans et en Serbie sont des défaites pour la majorité, comme à Dubravnica. Malgré toutes ces défaites, les Ottomans arrivent à se relever grâce à des réserves militaires et économiques qui sont tout de même assez grandes. Et en plus, certes, ils ne remportent pas de grosses victoires sur les Serbes et se font même plutôt casser la gueule, mais par contre les autres princes des Balkans, là, ils remportent victoire sur victoire. Les Ottomans, après avoir repris la confiance face à tous ces petits princes balkaniques, vont décider de reprendre leur campagne face aux Serbes. Et cette fois, en n'attaquant pas les Serbes directement, mais leurs alliés, le royaume de Bosnie. Et, caramba encore raté, car les Ottomans se font battre par une alliance serbo-bosniaque à la bataille de Bileka. Mais les Ottomans n'en démordent pas. Et après ce nouvel échec, ils décident de retenter une offensive, cette fois au Kosovo. Alors les Serbes rassemblent une coalition de Balkaniques, des Serbes, des Bosniaques, des Valaques, etc., etc. et arrivent à rassembler entre 12 000 et 30 000 hommes. Assez impressionnant pour l'époque. Les forces turques, elles, sont principalement composées des troupes de Roumélie, c'est-à-dire les provinces ottomanes en Europe,
ainsi que quelques vassaux chrétiens, quelques troupes d'Asie mineure et les janissaires, la fameuse garde personnelle du sultan. Ainsi, le 15 juin 1389, le prince de Serbie Lazar Rebeljanović, désolé pour mon accent serbe assez relatif, va s'opposer au sultan Mourad Ier du sultanat ottoman. C'est ainsi que le 15 juin 1389, les deux forces vont se rencontrer au Kosovo. Alors, la première phase de la bataille est en faveur des chrétiens, car le sultan Mourad meurt. Alors, ça dépend des sources. Les sources serbes disent qu'il fut assassiné par un prince serbe et qui après fut tué par les gardes turcs de Mourad. Mais les sources ottomanes, elles, qui probablement voulaient enjoliver cette mort qu'on pourrait qualifier de pathétique, eh bien, disent que leur glorieux sultan a été tué durant la bataille en première ligne face aux forces serbes. Bon, malgré tout, cela entraîne la débâcle de l'armée ottomane, bien sûr. Mais le fils de Mourad, Bayezid, qui sera l'un de nos personnages principaux plus tard, eh bien, va réussir à rallier les forces turques derrière sa bannière. Et il va également en profiter en sous-main pour tuer son frère. Car, je le rappelle, la succession chez les Ottomans, c'est pas le fils aîné qui, parce qu'il est aîné, et parce que c'est un garçon, devient grand sultan, tout ça. Non. Disons que la succession est un immense Hunger Games, où celui qui gagne, c'est le plus fort. Et c'est celui qui arrive à tuer tous ses frères. Quoi qu'il arrive, après cette reprise en main de Bayezid, les Turcs arrivent finalement à vaincre. On n'a pas vraiment beaucoup plus de détails sur comment ni sur la disposition des armées, mais en tout cas, on sait qu'à la fin, les Turcs arrivent à faire se replier l'armée serbe, et en plus à capturer Lazar et ses nobles, qui vont être tout de suite exécutés pour venger la mort du sultan. Malgré tout, les Turcs n'arrivent pas à profiter de cette victoire. Déjà parce que leurs pertes ont été tout de même assez grandes lors de leur première débâcle, et en plus car Bayezid doit rentrer de toute urgence à la capitale ottomane afin de consolider son pouvoir naissant. Car on sait jamais, un coup d'état de ses frères ou même des janissaires, ça peut arriver. Alors, au final, quel est le bilan de cette bataille? D'une part, au niveau des pertes, on n'a pas vraiment de chiffres. Déjà qu'on a du mal à évaluer la taille de l'armée ottomane, alors les chiffres des pertes, mais il semblerait qu'elles soient tout de même assez lourdes pour les deux camps. Mais pour ce qui est par contre de qui est le vainqueur à court terme, il semblerait que ce soit un match nul. Certes, les Ottomans gagnent sur les champs de bataille, mais leur sultan Mourad est mort. Et qui dit mort de sultan, dit surtout guerre de succession. Certes, Bayezid s'est débarrassé de son frère le plus âgé et le plus dangereux, mais cela ne change rien au fait qu'il en reste plein encore à la capitale, dont il faudra également se débarrasser. Sans compter que les Byzantins, apprenant la mort du sultan, en profitent déjà pour faire jouer leurs pions à la cour ottomane. Ensuite, pour ce qui est des Serbes, c'est également difficile pour eux, car après la bataille, ils n'ont tout simplement plus de prince déjà, Lazar est mort, et ils n'ont plus d'aristocratie qui a été totalement tuée par Bayezid à la fin de la bataille.
Donc, au vu de l'affaiblissement de ces deux puissances, des Balkans, qui vont encore s'affronter durant longtemps, eh bien, les deux camps concluent une trêve. Donc, on peut dire qu'à court terme, c'est un match nul. Malgré tout, sur le long terme, c'est une victoire ottomane retentissante. Certes, c'est une victoire claire sur le champ de bataille, et c'est source de grande gloire pour le début du règne de Bayezid. Mais surtout, les Ottomans peuvent se relever plus vite, que ce soit de leur perte, mais également de la guerre de succession qui va s'enclencher, car leur empire est tout simplement plus grand, a de plus grandes réserves humaines, de plus grandes richesses que le petit royaume de Serbie. Et c'est pour cela qu'au final, ce sera les Ottomans qui vont gagner sur les Serbes. Car le royaume de Serbie va se faire assujettir par les Ottomans en 1459 par l'un des descendants de Bayezid et de Murat, Mehmed II. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la bataille de Kassavo-Polier. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la vidéo suivante qui va être sur la croisade et la bataille de Nicopolis.